Sud Radio Média, 10h-10h30, Valérie Expert, Gilles Gansman. Et Roland Garros qui commence. Bonjour Laurent Luyat, on est ravi de vous recevoir, journaliste sportif, monsieur tennis, enfin monsieur sport en général, mais monsieur tennis en particulier. Vous publiez 20 ans de Roland Garros chez Ramsay. Oui. Vous racontez, vous nous emmenez dans les coulisses de Roland Garros. C'est 20 ans déjà qu'on a passé avec vous. Et puis un commentateur célèbre et un champion, Michael Yodra. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Il devrait être avec nous. On a un petit problème de connexion. Vous allez être aux côtés de Laurent Luyat cette année, encore pour commenter Roland Garros. Évidemment, vous êtes un champion, immense tennisman, et on va parler de tout ça avec vous dans un instant. Gilles, on passe au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Et évidemment, je démarre par du sport. Je savais qu'on vous recevait, Laurent Luyat. Merci. Et il y a 30 ans, c'était il y a 30 ans à Marseille. Bah oui, bien sûr. Ouais. C'était le seul club français à remporter la Ligue des Champions face au AC Milan. Alors de nombreuses festivités sont prévues à Marseille tout ce week-end. Mais le fils de Bernard Tapie aimerait bien qu'une statue de son père soit érigée devant le Vélodrome. Son père était alors président. Bernard Tapie, Ligue des Champions dans les mains, accompagné de joueurs emblématiques comme Basile Boli ou Éric Dimeco. La statue, réalisée à taille réelle, serait installée juste au-dessus des marches du parvis du stade Vélodrome. Et forcément, l'idée plaît aux supporters marseillais. C'est l'emblème, c'est lui qui a ramené la Ligue des Champions en partie, donc effectivement, pour pouvoir marquer le coup, une petite statue pour eux, pour les anciens joueurs, et effectivement, le président, on est OK pour ça en tout cas. C'est une icône, Tapie, tout le monde connaît. Avec ce qu'il a fait, c'est la moindre des choses de faire une statue pour lui. Nous, en tant que Marseillais, c'est une reconnaissance, c'est normal. Vous êtes d'accord pour une statue Pourquoi pas? C'est vrai que c'est le président emblématique de l'histoire. Ouais. Donc ça serait normal. Puisqu'on parle football, hier j'en parlais dans mon zapping, vous trouvez normal que les championnats du monde de football féminin, Il pose toujours la question. Il n'y a aucun diffuseur. Pourquoi France Télévisions n'y va pas? Mais non, mais il y a deux problèmes en fait. Enfin, le principal problème, c'est que les prix sont exorbitants. Voilà. Donc c'est la faute de la FIFA. C'est ce qu'on disait hier. Ouais. Ben oui, c'est ça. Donc ça. Et ensuite, les horaires, le décalage horaire est catastrophique puisqu'il y aura des matchs à 4h du matin, à 8h du matin. Mais exorbitant pour des femmes? C'est ça? Non, ce sont parce qu'on met le prix en général. Les droits sont très élevés. Et puis c'est au mois de juillet, c'est fin juillet. Nous, par exemple, on sera en plein tour féminin à ce moment-là. Ensuite, on a les championnats du monde d'athlétisme à Budapest aussi. Il y a un gros morceau de cet été au mois d'août. Donc voilà, c'est compliqué. Mais il y aura peut-être une issue quand même. Ouais. Bah oui, ça marche pas. Culture Box, on met ça sur Culture Box. Non, mais moi j'essaie de trouver des solutions. Mais c'est très très cher. Ça coûte combien? Je sais pas. J'ai peur de vous dire une bêtise. Je sais que c'est très cher. D'accord. Le maire de Marseille, pour revenir à Bernard Tapie, a annoncé qu'il y aurait une explanade, en tout cas Bernard Tapie, une explanade qui amène jusqu'au Vélodrome. Voilà pour l'information. Vous connaissez les chandelles? Je crois que c'est un club échangiste, c'est ça? Non, c'est des bougies à Paris. C'est incroyable. Oui, évidemment, c'est un club. Je crois. Est-ce qu'il y a des sportifs qui vont aux chandelles? Alors là, Michael Yodra, je crois. Il est allé. Ouais. Le club des chandelles, en fait, c'est un haut lieu. On y a été ensemble, Lolo, je te rappelle. Ça y est, la liaison. C'était un bon souvenir, Mika. C'est toujours que des bons souvenirs avec toi. Et donc c'est un haut lieu de l'échangisme que fréquentent beaucoup de politiques. Et hier, la journaliste Marie-Christine Taber, qui vient d'écrire un livre, était dansée dans l'air et racontait que Darmanin allait aux chandelles. On apprend dans votre livre, par exemple, qu'il est ami avec la patronne du club échangiste des chandelles. Vous avez hésité à le mettre ça ou pas? On a eu envie de parler des chandelles parce que les chandelles, c'est un lieu emblématique du pouvoir, en fait. C'est un club échangiste. C'est un club échangiste où vont beaucoup les politiques. Avant, ils s'en félicitaient un petit peu. Maintenant, ils font un peu plus attention. Et effectivement, on parle de Darmanin et de Gérald Darmanin et des chandelles parce que la patronne s'est autorisée à demander la réouverture après le Covid de son établissement en se revendiquant comme une amie de Gérald Darmanin. Donc voilà, il y a beaucoup de gens de télé. Et Michael, vous connaissiez, vous, Michael Yodra, les chandelles? Vous y êtes allé? Moi, c'est mon rêve d'y aller, mais malheureusement,
Ouais. Je suis pas sûr que ma femme le prenne très bien. Vous pouvez faire des revers. Vous lui dites si vous lui dites qu'il y a des gens bien, peut-être qu'elle ira. Ah, mais il n'y a que des gens bien. Lolo, je le crois, il va. Non, en même temps, on s'en fiche que Gérald Darmanin soit allé aux chandelles, non? Je sais pas. Ouais. Non, c'est ce qu'elle explique, Marie-Christine Tabet, qui publie ce livre sur Sexus, je crois que ça s'appelle, c'est pas Sexus Politicus ou un truc comme ça. Elle explique qu'il y a eu une sorte de passe-droit, enfin c'est ce qu'elle sous-entend au moment du Covid pour réouvrir cette boîte du fait qu'elle connaissait. Mais effectivement, ça aurait été le restaurant du coin, c'était pareil. Là, c'est un peu plus sulfureux. Hier, Afida Turner était l'invitée de Cyril Hanouna. C'est incroyable. Quoi? N'en touche pas à mon poste, mais je le vois. Pour rendre hommage à sa belle-mère, évidemment, Gilles Verdez, vous savez, il est chargé des basses besognes. Il n'a pu s'empêcher de parler de l'héritage de la reine du rock, Afida Turner. Il restait très digne, vous allez voir. Il faut l'avouer. Qu'une estimation entre 250 et 400 millions d'euros. Si c'est le droit suisse qui s'applique, à ce moment-là, l'héritage va au mari et aux 2 enfants qui restent, les 2 enfants adoptés. Les 2 enfants de Tina, donc Craig et Ronnie, elle n'a jamais reconnu, elle n'a jamais adopté Hack Junior, qui est mon beau-frère. Légalement, actuellement, légalement. Donc les seuls blood, comme on dit, le seul sang, les descendants de Turner étaient Craig et Ronnie. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment, et je suis la seule avec le nom Turner, puisqu'il n'y a plus d'autres Turner. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie d'honorer ce nom et de respecter mes beaux-parents. Il n'y a pas d'autre Turner. Oui, enfin, elle avait divorcé ou pas Non, elle était toujours mariée. Ah ouais. Elle était toujours Donc mariée. elle va hériter de 400 millions d'euros, c'est ça? Peut-être Mais c'est marrant de la voir jouer, ma belle-mère, elle ne l'avait pas vue depuis 4 ans. Parce qu'elle était souffrante, mais ils étaient très liés. C'est ce qu'elle a... Hier, elle était vachement bien. Elle était vraiment très bien. Regardez là, le replay. Hier, c'est à vous à parodier Roland Garros. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ah non, j'ai pas vu. Vous allez voir, c'est un clin d'œil qu'ils ont fait. En effet, après le festival de Cannes, on fait un passing shot au prochain grand événement de France Télévisions, qui est Roland Garros. Que se joue en ce moment même, porte d'Auteuil, un autre événement très important, les qualifications de Roland Garros. Et je vous demande d'accueillir les joueurs qui vont disputer ce 7e set de C'est à vous, Pierre Lescure et Bertrand Chameroy, qui font leur entrée sur le central. Extrêmement concentrés. Et une silence. Extrêmement fair-play. Silence, s'il vous plaît. Faute. Balle neuve. Magnifique lobe de Pierre Lescure. Voilà. Michael, vous étiez du Georges Émisseur? Michael? Pas du tout. Michael. Ouais, c'est bien. Michael, c'est bien. Oui, en plus, on me l'a dit tout à l'heure. Patrick Roger me l'a dit tout à l'heure. Est-ce que vous étiez du Georges Émisseur quand vous en renvoyiez la balle? Non, ça pouvait arriver que je crie après l'arbitre, mais rarement pour exprimer la frappe de balle, on va dire. Vous savez qu'un jour, il a tué une hirondelle, Mika Liodras, sur le court. C'est vrai. Je le raconte d'ailleurs dans le livre. C'est à l'Open d'Australie, Mika. Il a frappé tellement fort, il y a une hirondelle qui chassait un papillon, qui est descendue sur le court, et la balle a heurté l'hirondelle. Et là-bas, ils sont tellement écolos, protection des animaux, qu'ils ont mis en prison. Non, ils ont enterré l'hirondelle. Et Mika Liodras et Fabrice Santoro, donc c'était en double, ont dû assister à l'enterrement. Ah, ça a dû être un grand moment. On continue. Et on finit par une triste nouvelle pour le monde musical. Hier, on a appris la mort brutale de Jean-Louis Murat. Alors, il avait atteint une certaine notoriété populaire en chantant en duo avec Mylène Farmer. Ça s'appelait Les Regrets. Rien ne sera plus sage. Après tout, qu'importe. Je sais la menace des amours mortes. C'est bien, ça plante pas le l'ambiance. Bonne journée à tous. Voilà. Merci. On aurait préféré entendre Yannick Noah, c'était un peu plus... il n'est pas dans l'actu. Vous avez vu qu'il a demandé qu'un des cours soit à son nom. Ah bon? Oui. C'est vrai? Oui, ça arrivera peut-être un jour. Oui, il le mériterait, non? Oui. Ouais. Bon, on en reparle. Mais il n'y a pas de cours Yannick Noah, Raphaël Nadal encore. Il y a une statue, mais il n'y a pas de cours Raphaël Nadal. On va parler tennis dans un instant avec le démarrage, le début de Roland Garros. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio Média, l'invité du jour. Non, ce sont les invités du jour. On en a deux aujourd'hui. Laurent Luyat, donc, qui fête ses 20 ans de Roland-Garros. Vous pourrez découvrir ses coulisses dans un livre 20 ans de Roland-Garros qui paraît chez Ramsay. Oui. Et puis Mickaël Liodra, tennisman évidemment. Vous avez été 21e joueur mondial. Vous êtes gaucher. Vous êtes connu pour votre revers à une main. Et puis aussi champion en double, évidemment. Et vous allez être aux côtés de Mickaël Liodra, entre autres, parce qu'il y a pas mal de commentateurs avec vous. La même équipe que l'année dernière. Ouais, la même équipe avec le même dispositif. Il y a des innovations cette année ou pas? Non, mais c'est vrai que depuis 2 ans maintenant, on prend l'antenne déjà à 11h du matin. Ça, c'est très important sur France 4, donc dès les premières balles. Et surtout, on va sur France 2, on reste sur France 2 jusqu'à 20h, jusqu'au journal. Et à 20h, on bascule sur France 3. La fameuse bascule. Voilà. Donc là, on a une exposition totale et 10 heures de tennis par jour. Et vous y êtes 10 heures? Pendant 10 Alors heures, moi je prends l'antenne à 14h, vous faites 14h la semaine, voilà. Et 13h le week-end sur la 3 et 14h sur la 2 la semaine. Ouais. Mickaël, ça fait combien de temps vous que vous êtes commentateur aux côtés sur France Télévisions? Ça va faire 8 ans. 8 ans, j'ai eu la chance de pouvoir commencer. J'étais encore en activité, mais je m'étais blessé au coude. Ils m'ont donné l'opportunité de vivre cette expérience et j'y ai pris goût. Et maintenant, je fais partie, on va dire pas partie des meubles. Je suis pas le Laurent Luyat national, mais en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à revenir chaque année avec l'équipe de France Télé, à retrouver les copains, et puis faire vivre ces 15 jours de Roland-Garros à nos téléspectateurs. Et nous aussi, on t'apprécie. Ouais. Qu'est-ce que vous faites le reste de l'année? Alors moi, je travaille dans le vin. Je suis négociant en vin. Je constitue des cartes pour des particuliers. Ah d'accord, d'accord. Donc c'est vraiment, ça a été une reconversion totale. Qu'est-ce qu'on fait effectivement le jour où on raccroche sa raquette? Il y a plusieurs options. C'est vrai que moi j'étais passionné de la région bordelaise. Ouais, alors Bourgogne, pas que Bordeaux, la Loire, le Piémont, le Champagne. Il y a tellement de belles régions. Il y a une telle diversité en France qu'on est gâtés. Et vous savez, c'est vrai que il y a un rituel, Mika, chaque année, la 2e semaine, il vient nous faire déguster c'était un la soir, question que j'allais poser. Là, il vient de balancer une petite info pour être sûr que je ne pas les bouteilles pour la semaine prochaine. Voilà, c'est un scoop, ça va être pris partout. On fait la fête, justement, là, on est un peu en dehors on va revenir à des choses sérieuses, Nadal. Moi non. Ouais. Non, parce que je suis à l'antenne 7-8 heures par jour. Si je fais la fête le soir, je suis cramé. Donc non, c'est dodo. Les joueurs dorment où les joueurs qui viennent de l'international, Nadal et tout ça? Dans des grands hôtels parisiens. Et ils font la fête, ils dorment, ils couchent, ils font quoi? Ou ils visitent un peu Paris? Non, très peu. Pour être très honnête, pour gagner un tournoi comme Roland-Garros, il faut être mentalement, physiquement prêt. On ne peut pas se permettre des sorties ou quoi que ce soit. C'est un tournoi qui demande beaucoup d'énergie entre la dépense bien sûr sur le terrain et puis les médias, toutes les sollicitations qu'on peut avoir hors match de tennis, on va dire. Alors Mickaël, vous avez été un grand champion et en particulier en double. Est-ce qu'on peut regretter que le double soit pas très mis en avant en télévision? Est-ce que c'est pas la part pauvre du tennis qu'on voit pas très souvent? On voit souvent des matchs, mais pas souvent les doubles. Est-ce que vous le regrettez? C'est pas le cas Roland-Garros. Sur ces dernières années, on a retransmis les matchs des Françaises. L'année dernière, de Mladenovic et Garcia qui ont remporté Roland-Garros. L'année d'avant, c'était Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut. On insiste parce que c'est vrai que le double, c'est très spectaculaire. Les gens aiment beaucoup regarder, on va dire, cette discipline. Et alors effectivement, ça n'empêche que quand on a un Rafael Nadal ou un Federer ou un Djokovic, bien évidemment, les gens sont plus attirés par les grands noms du tennis. Mais je dirais que les matchs de double restent toujours spectaculaires. On le voyait à l'époque en Coupe Davis. C'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais moi, je pousse effectivement pour qu'on arrive à retransmettre des matchs de très bonne qualité. C'est vrai que sur des premiers tours, on peut avoir des matchs qui traînent un peu, où il n'y a pas il n'y a pas un grand niveau de jeu, mais quand les grands joueurs jouent ou qu'il y a une vraie confrontation, ça devient très très télégénique. Oui, Nadal n'est pas là cette année. Oui. Ça change, ça met un peu plus d'enjeu ou pas? C'est sûr qu'il va y avoir plus d'enjeux. On n'était plus habitués, parce que vous vous rendez compte, ça fait depuis 2004 qu'on n'a pas vécu un Roland-Garros sans Nadal. Ouais. Donc c'est quand même un tremblement de terre. En revanche, c'est vrai que le tournoi n'a jamais été aussi ouvert depuis cette époque-là. Véritablement, parce qu'il y a 5, 6, 7 joueurs qui peuvent gagner Roland-Garros dans le tournoi masculin.
Alcaraz, bien sûr. Et qu'on ne connaît pas. Enfin, on a du mal. Oui, il y en a qui. Alors, pour le très grand public. Voilà, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, justement. Vous ne pas nous parler de McEnroe. Oui, mais non, mais on a du mal. Citez-moi ceux qui sont aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup de jeunes qui vont se faire connaître, comme Holger Rune, par exemple, qui a un talent incroyable, qui va faire du bien au tennis, qui a un caractère fantasque aussi, en plus de son talent. Mais Carlos Alcaraz commence à avoir une vraie notoriété. Il y a Novak Djokovic, qu'il ne faut pas enterrer, évidemment, qui sera un des favoris. Daniil Medvedev commence aussi à être connu. Il vient de gagner à Rome. Il aime enfin la terre battue. Casper Ruud, qui a quand même été finaliste l'année dernière contre Rafael Nadal. Donc, vous voyez, il y a quand même Benoît Paire, qui aura peut-être la chatte. Benoît Paire. Oui, je ne le dirais pas comme ça, mais effectivement, espérons, c'est son terme à lui. Et Lucas Pouille qui s'est qualifié. Lucas Pouille, exactement. Ça, c'est. Non, mais est-ce qu'un Français peut gagner cette année de l'enfer? Alors moi, je ne sais pas si Mika sera d'accord avec moi. Évidemment, on n'a pas de chance de gagner, ça, faut le dire ce qui est. Mais moi, je sens côté français une surprise. Oui, un Madame Français Irma, qui va être monsieur oui. Irma, Lucas. Vous verrez, vous repasserez l'extrait. Un Français en deuxième semaine. Alors je ne sais pas qui, mais alors parce qu'après c'est vrai que le problème c'est que le numéro 1 français est 38e. Hein, c'est Hugo Humbert. Donc on est loin de l'époque où il y avait 4 Français dans les 20 premiers. Voilà. Et puis on mise aussi sur Caroline Garcia qui n'est pas en confiance malheureusement, qui a un tableau quand même assez favorable. Donc on espère qu'elle va. Ça vient d'où? Ça vient de la fédération? Parce que c'est un cycle et qu'il faut du temps pour créer un nouveau champion? Peut-être que Mickaël peut répondre sur cette question-là. Oui, il y a plusieurs, on va dire, il y a plusieurs facteurs. Je pense que le numéro 1 déjà, c'est effectivement Rafael Nadal, Djokovic et Federer ont raflé 80% du butin sur ces 15 dernières années. Donc c'est vrai que on s'est pas rendu compte, on va dire la génération des Gasquet, mon fils Tsonga, Simon ont été dans le top 10 et ont évolué avec ces 3 grands champions. Donc ils ont laissé très peu de miettes finalement pour essayer d'aller glaner quelques grosses victoires. Et ça met toujours un petit peu de temps avant de recréer une nouvelle génération. On peut le voir avec les Américains. Ils ont eu des Sampras, Agassi, McEnroe, Courir, Chang. Et pendant une vingtaine d'années, le dernier vainqueur américain, c'est Andy Roddick en 2003. Donc c'est aussi pour eux, on va dire, la traversée du désert. On a vu aussi chez les Suédois, où il y a eu des Hedberg, Mika, ce qui est pas mal aussi aujourd'hui, c'est que effectivement la génération dont parlait Mika avait ce mur en face des 3 fantastiques qui raflaient quasiment tout. Les jeunes aujourd'hui, qui ont 19, 20 ans, comme Alcaraz, Rune, etc., ils n'ont pas ce logiciel-là, en fait, parce qu'ils savent, Federer est à la retraite, Nadal c'est la fin, il ne reste plus que Djokovic. Donc voilà, pour eux, ils savent qu'ils peuvent gagner des grands chelems. Voilà. Pourquoi il y a autant de joueurs de l'Est, Russie, Pologne, République tchèque? Il y a vraiment pour le coup... Une école? Non. Ils sont nombreux. Non, vous n'êtes pas d'accord? parler d'école, mais c'est vrai que c'est des générations. Sans doute, il y a un peu moins de joueurs en masse, on va dire. Donc, on peut plus focaliser sur 1 ou 2 joueurs. Donc, toutes les 3 ans, on a toujours un nouveau joueur qui arrive. C'est vrai que nous, on a une densité assez incroyable, mais on a du mal à voir ce joueur. On nous le rabâche chaque année. Quand est-ce qu'on va avoir un joueur français qui va venir Roland Garros après Yannick Noah? On a on a même une très bonne génération qui arrive. On parle de Lucas Vonage, de Arthur Fils. On a quelques très bons joueurs qui sont là, mais il faut leur laisser le temps. C'est fini les joueurs qui vont gagner des grands chelems à 17 ans ou 18 ans. Il faut un peu plus de maturité. On voit bien un Alcaraz, c'est une exception, mais ça reste compliqué aujourd'hui. On n'aura plus de Michael Chang à 16 ans et 9 mois qui gagne un tournoi de Roland Garros. Et les Italiens, par exemple, il y avait Panatta qui avait gagné en 76, et ils ont eu un trou d'air énorme de plusieurs décennies, et aujourd'hui ils ont 3 grands joueurs, par exemple, vous voyez, donc parce que c'est vrai qu'il y a eu un travail de la fédération, des aides financières, enfin ils les ont mis dans des bonnes conditions. Qu'est-ce qu'on trouve dans votre livre? Oui, c'est ce que j'allais dire, une anecdote marquante. Il y en a plein. Avec Mika, par exemple, on a subi les foudres de la météo, avec la doudoune sur la tête, le vent, l'ordinateur qui s'envole, et puis à meubler à l'antenne pendant des heures l'après-midi.
Mais ça, d'ailleurs, on ne le revivra plus. Alors moi, je raconte effectivement tout ça, parce qu'il y a le toit, donc on est protégé, et il y aura toujours un match à diffuser à l'antenne. Je me souviens aussi quand Teddy Riner est venu, et puis à l'époque, on avait des balles de tennis en déco sur la table, et je sais pas ce qu'il lui a pris. Il a pris une balle et il l'a lancée sur le court, alors que Richard Gasquet était en train de jouer. Donc il y a eu 2 balles à un moment sur un. Ah ouais, mais je lui dis, mais t'es complètement fou. Imagine que quand t'es en finale sur le tatami, on t'envoie un chien, par exemple, tu vois. Qu'est-ce qu'il dirait? Et quand on a expliqué à Richard Gasquet que c'était Teddy Riner qui avait lancé la balle, il a dit non, mais de toute façon, je vais rien lui dire. De toute façon. Mais voilà, oui, effectivement, je raconte plein d'anecdotes qui sont revenues en mémoire d'ailleurs en écrivant le livre. C'est marrant ça. Donc vous êtes reparti pour 20 ans là? 20 ans peut-être pas. En tout cas, il y a Michel Drucker qui attend pour prendre votre place. Hein. Non, lui, il attend pour les Jeux Olympiques. On n'a pas parlé du Tour de France ni des JO parce que c'est déjà fini. Voilà. Mais vous reviendrez, on parlera du Tour de France. Les Français vont gagner? Espérons. Un auditeur me dit, je comprends rien dans la diffusion. C'est assez simple. Hein. Ça commence à 11h sur France 4. Sur France 4. Ensuite, ça passe sur France 2. Voilà, tout l'après-midi. Tout l'après-midi. Et après, il y a la bascule et à sur 20h sur France 3. Voilà. Franchement, c'est simple. Hein. C'est assez simple. Oui, voilà. oui. Et puis France TV, Info, évidemment. Et sur le replay, sur Instagram, et sur les réseaux sociaux. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Mickaël Liodra, d'avoir été avec nous. Oui, Laurent Luyat, je rappelle votre livre 20 ans de Roland Garros chez Ramsay pour les fous de tennis. Vous apprendrez une multitude de choses sur les coulisses de Roland Garros. Tout de suite, c'est Jean-Jacques Bourdin. Et demain, on se retrouve. Non, demain c'est samedi. On se retrouve lundi. Moi, j'étais partie. Voilà, on sera même là le jour de la Pentecôte. On aura des petites surprises. Allez.